Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez ou que vous allez porter au projet. Euh, Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas lu le programme, je m'appelle Grégoire Hubert, je fais du PHP et du PostgreSQL depuis longtemps. Parce que, comme ça a été dit, les ORM, ça m'a un petit peu tapé sur le système, surtout quand j'avais du boulot à faire. J'ai créé une petite bibliothèque qui s'appelle POM, dont l'objectif était d'utiliser les possibilités de Postgres. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Je suis également fondateur d'une société qui s'appelle Pragma Fabric. Et vous pouvez laisser tout un tas de commentaires, les choses qui ne vous ont pas plu, les réclamations, sur les tentatives de corruption, sur le lien Join que vous voyez là, je le rappellerai à la fin. Le premier truc dont je vais parler, c'est pas forcément de base de données, c'est une question d'outils. Alors la photo est pas forcément bonne, mais j'ai pas réussi à en trouver des bonnes, mais en même temps c'est pas un endroit qui est facile à prendre en photo. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Un four, et ça c'est une bonne réponse. C'est un four en fait sur lequel le verre, on voit ici, ça reflète le plafond, parce que c'est du verre qui est fondu, qui coule sur un bain d'étain liquide. C'est un four qui fait plusieurs centaines de mètres, qui met je ne sais combien de semaines, voire mois à s'allumer, qui tourne 24/24, et c'est un outil de production. Alors ça, c'est carrément tout un pan d'usine qui contient ce four. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs choses. C'est ce qui fait le verre que vous avez là, c'est le verre que vous avez sur les baies vitrées. Ce qu'on appelle du float. C'est pour ça qu'on appelle du float, c'est parce qu'il flotte sur de l'étain liquide. Donc ça, c'est un outil. C'est un outil industriel. Dans l'industrie, on a forcément besoin d'outils pour produire. Ici, révolution industrielle, un peu plus tard, parce que c'est au début du XXe siècle, les ateliers électriques à Clichy, il y a plusieurs postes. Chaque poste a une tâche bien précise. Le bobinage, l'entolage, le vernissage des bobines, ce genre de choses. Chacun a des choses à faire. De la même façon, l'informatique, dans nos entreprises, il y a des postes à peu près pour tout. Même si très souvent, on voit la partie front des sites sur lesquels on travaille. Derrière, c'est une industrie, il y a des gens qui sont... il y a des gens qui, derrière, ont des interfaces pour manager tout ça. C'est également une industrie, c'est la même chose. Dans ce monde-là, il y a grosso modo deux sortes d'outils. Il y a l'outil on-shelf, c'est-à-dire qu'un outil on-shelf, ça peut être ce qu'on appelle une presse, c'est-à-dire une espèce de photocopieuse géante qui... grosso modo se lance dans un hangar et qui est capable de sortir 20 000 copies par heure en couleur. Ça, c'est quelque chose qu'on prend, qu'on installe chez nous et qui fonctionne. Très souvent, aujourd'hui, si vous avez un blog à coller à votre site, par exemple, c'est rare que vous ayez besoin d'en recoder un. Très souvent, vous pouvez prendre un outil qui existe déjà sur le marché, vous le prenez, vous le mettez, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais il y a également ce qu'on appelle le in-house. Le in-house, c'est l'outil que vous fabriquez pour vous, pour vos besoins. Alors le four dont je parlais tout à l'heure est un exemple. Des exemples comme ça, il y en a plein, parce qu'à partir du moment où vous avez une industrie, ça veut dire que vous avez une chaîne de production. Qui dit chaîne de production dit que vous avez des outils qui sont dédiés à votre métier. Donc, je sais plus, l'autre jour je suis tombé comme ça par hasard sur l'usine des boules de pétanque au but. Au but, c'est pareil, pour produire leurs boules, ils ont plein de machines qui sont dédiées. Il y en a une, on met la boule dedans, il y a une espèce de diamant qui vient autour et qui coupe la boule en deux. C'est assez impressionnant. Mais ça peut être également des robots qui polissent des miroirs, il y a tout un tas de choses. Ce sont des outils qui sont faits pour le métier, qui sont construits directement très souvent dans les locaux pour que les gens puissent faire leur métier. Alors le in-house, il y a une longue histoire entre l'informatique et le in-house. Parce qu'au début, on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'on-shelf. Ça veut dire que là, quand vous avez un ordinateur comme celui-ci dans les années 70, qui globalement est moins puissant que votre téléphone aujourd'hui, vous avez une chaîne de production de l'information, et comme il n'y a quand même pas beaucoup de puissance, il fallait se rapprocher le plus possible du métal. Qui dit le plus possible du métal dit que on est vraiment très très bas niveau, et que tout ce qui est gestion de la donnée et des flux de données vont se faire presque tout au même endroit. Ça, ce sont des ordinateurs qui à l'époque étaient dédiés alors peut-être pas ceux-là, parce que ceux-là ils sont quand même vraiment vieux, mais c'est grosso modo des machines qui servent à faire rentrer et sortir des données depuis des formulaires et à les traiter. Alors on utilisait des bases de données déjà à l'époque pour faire ce genre de traitement. La donnée,
C'est l'unité fondamentale de l'informatique. C'est pour ça qu'on compte en bits. Au-dessus, on a d'autres unités de comptage informatique, évidemment, gigabytes, ce genre de choses. Mais globalement, aujourd'hui, en informatique, quand vous donnez des mesures, très souvent, vous avez de la donnée dedans. Vous êtes en gigabytes par seconde, vous êtes sur les entrées-sorties, en taille de fichier. C'est l'unité fondamentale de l'informatique. C'est l'unité tellement fondamentale de l'informatique qu'on a mis des mots avant et après le mot data pour essayer de valoriser une activité informatique. Ça peut être l'open data, le big data, le crunch, data crunch, data mining, and so on, and so on. Donc la donnée, c'est le cœur de l'informatique. C'est tellement le cœur de l'informatique qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez des applications qui datent et qu'il faut changer, les gens vous disent, bon bah écoutez, là, franchement, votre truc il est vieux, votre application en PHP 4, franchement, il n'y a plus rien à faire, quoi. Il faudrait quand même qu'on réécrive cette application. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la jette et on en refait une autre. Et invariablement, je demande si on fait la même chose avec les données. Oh là là, non. Ah non, ah non, non, pas du tout. Ah non, non, les données, on les garde. Évidemment. Évidemment, les données, vous les gardez parce que c'est l'actif de votre métier. Donc ces données, c'est les choses les plus précieuses que vous gardez au fur et à mesure du vieillissement du parc informatique. Pour gérer ça, il y a un monsieur qui s'appelle Edgar Code, dans 1970, qui a sorti une publication qui a été commandée par IBM. Monsieur Code travaillait pour IBM, qui a carrément créé une algèbre pour la gestion et la manipulation de données. Alors une algèbre, c'est génial parce que c'est un truc de matheux, c'est un outil hyper puissant, c'est un outil qui définit tout un ensemble et les opérations qui se relient avec et qui fait en sorte que ce soit cohérent. C'est pour ça que ça s'appelle une algèbre. Une algèbre, ça a une définition précise et c'est un outil mathématique extrêmement puissant. Et donc l'algèbre relationnelle, qui est utilisée par les bases de données relationnelles aujourd'hui, sont là pour, d'une part, permettre d'avoir une représentation des données et de les traiter. En plus de ça, ça les stocke, ce qui est quand même assez cool. Donc ça, c'est un truc qui est arrivé et qui a révolutionné l'informatique en 1970. Ça veut dire qu'entre le moment où il a sorti son bouquin et les premières bases de données sont arrivées, je crois qu'il commence à y avoir des versions en 74. Je crois que Interbase a sorti une petite base qui s'appelle Oracle en 78. Et ensuite, il y a un truc qui s'appelle Ingres qui est sorti. Le gars qui a fait ça, il partira en 86 de Ingres et il retournera à l'école pour faire un truc qui s'appelle Post-Ingres, qui est devenu Postgres. En disant, voilà, Ingres c'était bien, mais on peut faire tellement de choses mieux. Et Postgres, comme c'était à l'université, c'est resté libre. Ce qui est chouette. Le problème aujourd'hui qu'on a, enfin à mon sens, c'est que cet outil qui est hyper bien fait, qui est un outil de modélisation mathématique et de traitement mathématique des données, on cherche à l'abstraire parce que ça, c'est quelque chose qui vient des gens qui ont fait des grosses applications et qui, d'une part, avaient de multiples sources de données, donc pas forcément que de la base de données, et qui, en plus, voulaient trouver un moyen uniforme d'accéder et de faire des requêtes sur les données. Donc, on abstrait la base de données, et de ce fait, on masque complètement les possibilités mathématiques, les possibilités de traitement qui sont offertes par la base de données. D'autant plus que je pense que vous êtes au courant que rajouter des couches sur des couches, ça n'a jamais été extraordinaire en termes de perf. Donc l'impact sur les performances, il est assez grand. C'est pas tant un problème de couche ici que, on en reparlera tout à l'heure, du fameux impédance mismatch qui existe entre l'orienté objet et la base de données relationnelle qui est derrière. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment le plus gros point, c'est que sur les abstractions de base de données et les ORM en général, ça a un impact très fort sur la définition du domaine, parce que autant les bases de données ont été créées pour vous permettre de définir ce que ça allait être vos données. Par conséquent, ça veut dire que quand vous commencez à parler de votre métier, la définition même de vos données se trouve impactée du fait que tout d'un coup vous avez une couche d'abstraction, donc votre vocabulaire pour définir la donnée n'est plus aussi riche que si vous utilisiez un outil qui était dédié à ça.
Alors, abandonner les ORM pour les développements PHP, alors c'est une aventure, parce que aujourd'hui c'est clairement pas la mode, et c'était déjà pas la mode il y a quelques années. Donc, POM a eu des partis pris de dire, bah voilà, nous, on va principalement faire du in-house, parce que le truc qui est chouette avec le on-shelf, c'est que si jamais j'ai un produit qui est dans une boîte, dans un CD-ROM à la FNAC, un blog, un moteur de forum, un CMS, ben, ces gens-là peuvent pas dire, ben, moi, mon blog, il marche qu'avec Postgres. Parce que moi, je dois pouvoir prendre le paquet qui est posé à la FNAC et je dois pouvoir le mettre chez moi, il fonctionne. J'ai MySQL, ça doit fonctionner. J'ai whatever de database, Oracle, SQL Server, ça doit fonctionner. Et dans ce cas-là, une abstraction de base de données, ça a du sens. Si jamais vous faites du in-house, ça veut dire que vous êtes en train de créer des applications qui sont dédiées à votre métier, chez vous, dans votre usine, chez vous, dans vos bureaux, évidemment, quand je parle de votre usine, c'est chez vous. Donc, c'est une bonne idée de profiter des features de la base de données. Donc, le parti pris de POM, ça a été d'utiliser la base de données. Le deuxième, c'était de dire, bah, à partir du moment où j'ai plus d'abstraction de base de données, utilisons la base de données, donc utilisons le SQL pour langage de traitement de données. Là encore, on a deux choses. C'est que tout à l'heure, sur les mini-ordinateurs que je vous montrais, comme tout était concentré au même endroit, très près du métal, les bases de données faisaient la partie traitement de données, mais également le workflow, ce qu'on appelle aujourd'hui des procédures stockées. Tout ça, c'était en base. Donc ça veut dire que globalement, on avait une application avec les structures de données et les workflows, et on utilisait très souvent, alors il y avait des langages pour la partie templating, pour l'affichage des formulaires, pour l'affichage des résultats, pour l'affichage... C'est des applications que vous connaissez, si vous êtes allé dans les aéroports, maintenant ça a changé, mais il y a encore quelques années, c'était des monochromes orange avec des formulaires, et ça marchait comme ça marchait très bien d'ailleurs. Donc maintenant, après quelques années, on se rend compte que les applications avec le workflow de données dans la base, c'est galère à maintenir, c'est hyper galère à maintenir. Très souvent en plus, ça se base sur un moteur de base de données, donc on est complètement tributaire du langage de base de données. J'ai du mal à faire des appels curl depuis ma base de données vers autre chose, c'est hyper compliqué. Le versionning des trucs en base de données, c'est une galère pour le workflow, enfin c'était pas adapté. PHP, quand il est arrivé par-dessus ce truc-là, lui, la base de données, au début, c'était pas son truc, parce qu'il s'agissait d'afficher un compteur sur une page qui tourne. Puis bon, il se trouve que le langage a évolué et qu'on lui fait faire de plus en plus de choses. Le workflow, c'est quelque chose qui sait bien faire aujourd'hui, PHP. Par contre, le traitement des données, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des calculs où le truc, tout d'un coup, il se décide d'arrondir vos floats en int à l'intérieur d'une division. Alors, le résultat, il n'est pas bon. Hein. Et puis, en PHP, globalement, on a des arrays et on a des arrays. Comme structure de données, bon, c'est bien, ça permet de tout faire, mais on va voir qu'en fait, il y a des outils qui sont faits pour ça. Donc le parti pris de POM, c'était de dire, utilisons SQL pour les données, utilisons PHP pour le workflow. Et c'est cette histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, je vais essayer de vous faire partager cette histoire des 2 ans qu'on a passé sur divers projets, à mettre en place cette technique. Alors, le premier truc qu'on fait quand on part en voyage, c'est de rencontrer les gens qui l'ont fait, les gens qui ont déjà fait le voyage et qui ont survécu apparemment. Ces gens-là, globalement, si on leur pose la question de savoir pourquoi vous avez choisi POM au départ, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir dire maintenant on part sur Postgres, quelles sont vos motivations? Il y a à peu près tout le temps 2 motivations principales qui reviennent. La première, c'est que ils avaient des besoins de performance. Très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui m'ont dit, voilà, on a fait un POC, on a utilisé un ORM, et là, le truc, il marchait juste pas. Le truc, il s'est engouffré et il s'est écroulé parce qu'on avait des règles métiers qui sont complexes, mais tous les métiers sont complexes. Et qui dit métier complexe dit modélisation des données complexes. Modélisation des données complexes, si jamais vos données, elles sont pas bien structurées, parce que vous avez fait ce que vous avez pu avec l'outil que vous aviez, et du coup, vous avez des traitements complexes derrière qui viennent se rajouter, parce que votre donnée, elle n'est pas faite exactement comme vous vouliez, donc vous avez énormément de choses à faire. Donc les 2 motivations principales, c'est le premier qui n'est pas forcément une bonne motivation, mais qui de toute façon est au cœur de toutes nos problématiques, c'est les performances, et le deuxième, ce sont les modélisations de données complexes.
Qu'est-ce qu'ils ont découvert en chemin alors qu'ils cherchaient les 2 points que je viens d'évoquer là? Ils ont découvert des choses assez inattendues. Ils ont découvert, alors un truc fou, ils ont découvert les types de données. Ça veut dire à quoi ça sert un type. Et ça, c'est hyper intéressant parce que Postgres a plein de types et par conséquent, Postgres a plein d'opérateurs. Et c'est ça qui est intéressant sur les types parce que les types ne valent que par les opérateurs qui les entourent. On va en parler juste après. La deuxième découverte, et qui est une source de découverte permanente, c'est, parce que c'est un langage, c'est SQL. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec SQL. Et en fait, si, c'est pas si difficile que ça. Donc, on va passer au travers la fabrication d'un projet. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un projet avec POM? En général, les gens m'appellent en me disant, écoute, voilà, on voudrait bien commencer un projet. On ne sait pas trop par où commencer. Je dis, la première chose à faire, c'est de décrire votre métier. Donc, grosso modo, vous prenez des développeurs, vous les enfermez dans une salle pendant plusieurs jours avec une bouteille d'eau, et vous leur demandez de sortir un glossaire des termes et des workflows métiers. Là-dedans, j'ai eu pas mal de clients qui avaient des métiers différents. Ça va de la défense. J'ai eu, comment dire, site de commerce électronique. Il y a eu des choses un petit peu dans le spatial aussi. Pas mal d'outils de gestion informatique également. Des choses qui s'accolent à la gestion de parc, ce genre de choses. À chaque fois, la question est suivante, c'est quelles sont les entités qui composent ton métier et quelles sont les interactions qui les régissent. Là, on finit par trouver quelque chose qui s'appelle... c'est bien de mettre un chrono, il faut le mettre en route. On finit par trouver quelque chose que j'appelle les atomes. Les atomes, ce sont vraiment les entités principales. C'est les choses que vous avez sur votre chaîne de production. Quelles sont les différentes interactions? Est-ce qu'ils changent d'état? Quels sont les mots qu'on utilise? Quels sont les mots du métier qu'on utilise pour les définir? Les mots sont extrêmement importants. Et en général, quand on prend les développeurs, qu'on travaille tous ensemble, et moi je dis, bon alors, si je comprends bien, ce mot-là, ça veut dire ça. Mais qu'est-ce qui se passe s'il est d'une autre couleur? Il a le droit d'être d'une autre couleur, ce truc-là? Ah, je sais pas. Ok, bah, on va appeler le métier. Du coup, on appelle le métier et le gars dit, ah oui, mais alors attention, les couleurs, ça marche comme ça. Est-ce que c'est le même objet s'il n'a pas la même couleur? Ah, je sais pas. Alors, et on va se poser ces questions-là. Ça peut durer plusieurs jours. C'est assez fatigant, mais c'est très très plaisant. On apprend, enfin, quand on est consultant comme moi, on apprend le métier des gens. C'est extrêmement important. Et la définition des interactions qu'il y a entre ces atomes. Globalement, on fait du modèle. Quels sont les outils de Postgres pour pouvoir représenter ce qu'on a mis plusieurs jours à force de sueur et de neurones à pondre? Les outils sont un typage fort. Un typage fort, ça veut dire que globalement, vous ne pouvez pas avoir des choses qui ne sont pas typées. Même si vous ne voulez pas typer des trucs et que vous les mettez dans des choses qui sont en typage dit souple, vous êtes quand même obligé de le dire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a les tableaux et puis les types souples, comme j'ai dit ici. À savoir qu'on fait du NoSQL depuis plus longtemps qu'on ne le pense, j'aime bien le répéter. Mais ça, le typage, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça permet de s'assurer de la cohérence des attributs de vos entités. Par exemple ici, quelques exemples de types. Donc on a le timestamp avec le timezone, chose qui est hyper pratique, surtout sur Internet. Le type intervalle, qui permet de définir des durées, comme son nom, le nom est mal donné. NumRange, qui est un intervalle. NumRange, en fait, c'est un truc qui est super bien. Le TSTZ range, c'est un range de timestamp avec timezone. Ça veut dire que dans une donnée, vous pouvez dire, ben, moi, je stocke la donnée du 1er janvier au 31 décembre exclu. Donc vous pouvez avoir les intervalles bornés, ouverts, fermés, vous pouvez avoir un intervalle de quelque chose jusqu'à plus l'infini, de moins l'infini jusqu'à quelque chose. Et là, ça s'applique sur des nombres, qui peuvent être des flottants, enfin pas des flottants, mais des décimaux ou des entiers. Et là-dedans, ça s'applique sur des timestamps.
Ce qui fait qu'après, vous avez tout un tas d'opérateurs qui permettent de définir est-ce qu'une date est dans mon range, est-ce que deux ranges s'overlap, est-ce que est-ce qu'ils sont juste accolés l'un à l'autre, ce genre de choses. C'est extrêmement intéressant. Out of the box, il y a également dans Postgres le type point, le type circle, le type box, le type polygone, le type, tous ces types-là qui sont assez intéressants parce que ne serait-ce que le point, par exemple très souvent on dit ah ouais j'ai un point, bah, c'est cool, ça va me permettre de mettre une latitude, une longitude. C'est pas faux. Mais un point, quelque part, c'est juste de dire bah, c'est un vecteur à deux dimensions. Donc à partir du moment où vous avez une logique métier dans laquelle vous avez un vecteur à deux dimensions qui s'applique, le type point peut s'appliquer. Après, vous avez des opérateurs de distance, vous avez des opérateurs pareil, de contenance. C'est à vous de trouver la logique de ce que ça signifie. Là, de façon géométrique, en deux dimensions, c'est évidemment trivial. Mais... Puis vous avez des types intéressants, genre inet, qui est le type IPv4 ou IPv6. Donc vous avez après les opérateurs de savoir si ça appartient à un sous-réseau ou pas, si voilà, ce genre de choses. Le type UUID, bon ça voilà. Le type hashstore, c'est un tableau clé-valeur. Exactement le même que celui qu'on a en PHP. Le type L-tree, qui sont des chemins matérialisés. Alors ça c'est pareil, vous pouvez avoir des opérateurs qui vont vous permettre de dire est-ce qu'ils partagent les mêmes parents, donne-moi les ancêtres communs, ce genre de choses. Et puis après, vous avez les types composites. Les types composites sont des types qui sont composés de plusieurs sous-types comme ça. On va en parler juste après. Les tables sont des types composites quelque part. Table, dans Postgres, quand vous créez une table, vous créez un type. En fait, créer une table, c'est créer un type. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais dans ma table, par exemple, je la mets au pluriel parce que j'ai plusieurs entités. » Une table, c'est pas une feuille Excel. Une table, c'est un type. C'est un type qui, en plus, permet de sauvegarder automatiquement les entités de ce type-là. Ce qui est assez intéressant. Quand on structure des données, par exemple... ici, là, on a vraiment un problème de définition du modèle. Très souvent, les gens me disent ben, moi, je ne veux pas, par exemple, dilater les dossiers. Les dossiers, on les dilate jamais, par exemple. Des choses comme ça. Très souvent, dans les boîtes, d'ailleurs, on jette rien. Et donc, on utilise le sempiternel soft-delete. Le soft-delete, qui est un attribut de mon objet qui dit s'il a été dilaté ou pas. La question, invariablement, c'est est-ce que votre objet dilaté c'est le même que votre objet courant? Est-ce qu'il a les mêmes attributs? Est-ce qu'il a les mêmes contraintes? Est-ce qu'il a le même nombre de champs? Est-ce que c'est le même? Alors, ouais, alors ça dépend. Est-ce que je peux dilater un objet qui a des références vers lui? Ah bah là, non, si on dilate le truc, ça veut dire qu'il n'a plus de référence vers lui. Ah ouais, mais si je mets juste true ou false dans une base de données, ça n'empêche pas d'autres tables d'avoir des références vers moi. Donc quelque part, mon modèle, là, il n'est pas très cohérent, il n'assure pas le fait que quand un objet se dilate, les références qui sont vers lui n'existent plus ou elles-mêmes sont archivées. Ah, c'est vrai. Alors on peut mettre des règles, mais les règles, c'est embêtant. Ce qui serait bien, c'est que la structure même de notre base de données puisse être ça. Est-ce que item et item deleted sont deux tables différentes? Ça pose plein de questions et on peut se creuser la tête parce que du coup il y a des contraintes. Si jamais on met ça dans deux tables différentes, forcément j'ai peut-être des choses qui cassent, mon modèle il faut l'adapter en conséquence. Il y a beaucoup de choses à penser autour de ça. Alors après il y a tout ce qui est structure de données. Le typage et le reste d'une structure en base de données, c'est juste de la définition par contrainte. Donc on a le fait qu'il y ait des attributs qui puissent être nuls ou non, le fait qu'ils puissent être uniques, ça s'appuie sur des index, et il y a également la possibilité d'avoir des index autres qu'uniques. Par exemple ici, si jamais je fais un logiciel de réservation de salle, je peux lui dire, je crée un index dans lequel j'ai par exemple ici que j'ai créé de table réservation, dans lequel j'ai during, ici, donc j'ai une réservation. Pour m'assurer que j'ai pas deux réservations au même moment dans cette salle-là, je peux utiliser un index sur during, exclude using gist, sur la colonne during avec l'opérateur d'overlapping. Donc ça veut dire que si jamais j'essaie de mettre un enregistrement avec un range qui overlap un range de réservation déjà existant, c'est-à-dire grosso modo j'essaie de réserver 2 fois ma salle dans un laps de temps, la base de données va me dire j'ai un index là-dessus sur lequel j'ai déjà ce truc-là et je ne peux pas me permettre d'enregistrer ce truc-là. Ça, c'est ce qui vous permet de gérer la cohérence des données. Ça, c'est hyper bien ce truc-là. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres trucs que ça, mais c'est hyper bien. Donc après, bon,
Les clés primaires et les clés étrangères, alors très souvent on se retrouve avec des clés qui sont multiples parce que notre modèle fait qu'on a des références qui sont à des vecteurs à plusieurs dimensions. Ce qui fait que là-dessus, pareil, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y en a un qui est nul, pas l'autre, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a un sens? Des fois, on a aussi des tables qui sont croisées. Par exemple, si j'ai un article qui doit avoir une image, j'ai une table article, une table image, j'ai forcément une image principale, donc mon article ne peut pas ne pas avoir d'image, et par les autres images, il faut que je sache à quel article ils sont reliés. Je ne peux pas avoir une image qui est reliée à aucun article, ça n'aurait pas de sens non plus. Donc là, je me retrouve avec des références croisées. Alors, qu'est-ce que je suis capable de mettre en premier, l'article ou l'image? Donc, on a ce qu'on appelle, on peut définir des clés qui sont déférables. Ça veut dire que dans une transaction, je peux dire à Postgres, écoute, fais ça, et tu défères à la fin la vérification des clés étrangères. Comme ça me permet de mettre d'abord l'un puis l'autre, et ensuite de clore ma transaction. Comme ça, il fait tout de façon atomique, et à la fin, je m'y suis retrouvé. Ça aussi, ça a un sens quand on définit son modèle. Normalement, à la fin de cette première étape, comme vous là maintenant, on est fatigué. Et par contre, on a un truc qui est chouette, on a un modèle de données, on a un glossaire, c'est-à-dire vraiment un abécédaire de tout ce qu'on a défini qui appartient au métier et les interactions, et on a la liste des traitements principaux. Pour pas perdre ces 3 jours de travail, parce que 3 mois après on se dit mais pourquoi on a fait ça comme ça, c'est complètement con. Et souvent on se pose cette question-là, alors qu'en fait on avait une bonne raison de le faire. Il y a dans la base de données ce qu'on appelle des commentaires, vous pouvez laisser des commentaires sur n'importe quoi, alors faites-le. Commentaires sur les tables, commentaires sur les champs, commentaires sur les contraintes, commentaires sur les références de clés. Comme ça, vous savez pourquoi vous avez ça. Vous avez une base qui s'auto-documente. C'est extrêmement pratique. Et vous avez également un framework de test unitaire, de structure, qui s'appelle PGTAP. Ça, c'est au fur et à mesure des projets, c'est une des meilleures choses qu'on ait faites, c'est d'utiliser ce truc-là. Parce qu'il y a toujours plein de traitements qui arrivent, qui mettent des données en base, on applique les contraintes dans un deuxième temps, et si jamais elles pètent, ça veut dire que les migrations ou les données sont pas bien passées, il manque des choses, il y a des choses qui sont incohérentes, et ça nous permet de valider que nos données sont cohérentes. PGTAP, c'est super bien. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, la deuxième étape, très souvent, c'est le coder. Soit il y a des gens qui abandonnent, après la première partie, en disant non, finalement ça marchera jamais. Coder quoi? Là-dessus encore, il y a différents types de projets sur lesquels j'ai travaillé ou d'autres ont travaillé. Globalement, il y a 2 grandes familles. Il y a tout ce qui est analyse de données, donc faire des statistiques. Globalement, bon, c'est ça. Et il y a ce qu'on appelle du transactionnel. Un site de e-commerce, c'est un moteur. Là, c'est vraiment un moteur de transactionnel. Pour les applications analytiques, le modèle tel qu'on le connaît, modèle orienté objet avec une gestion, avec l'utilisation d'entités orientées objet, ça convient pas. Parce que là, on travaille avec des dizaines de milliers d'enregistrements qui surgissent comme ça, qu'on va croiser, qu'on va devoir afficher sur des cartes avec des points de couleur, avec des statistiques dans tous les sens. On va bouger des curseurs, tout ça. On utilise ça en JSON, il y a une API derrière qui doit dépoter plusieurs milliers d'enregistrements à chaque fois. Donc si on devait hydrater des entités puis ensuite les réexporter en JSON, ça servira à rien. Et en plus, on est souvent embêté parce que là, il faut qu'on croise beaucoup de tables. Alors croiser des modèles dans des modèles pour finalement pas utiliser l'orienté objet. Donc là, on n'utilise pas le modèle manager, on utilise directement la première brique qui s'appelle fondation, sur laquelle on fait des requêtes, on s'en sert un petit peu comme un déballe, mais comme c'est pas pratique au début, parce qu'il faut quand même bien qu'on range les requêtes quelque part dans des classes, en fait, POM, c'est extensible. C'est-à-dire que fondation, c'est ni plus ni moins que un socle qui est la session, et la session, ça permet de gérer une communication entre des clients, alors vous en avez plein qui sont fournis avec POM, et une connexion, et où ils peuvent discuter entre eux, les clients, et une connexion de base de données. Dans les clients, il y a le convertisseur, il y a le gestionnaire de requêtes, il y a l'inspecteur de base de données, il y a le truc qui écoute les listen notify parce qu'il y a un gestionnaire d'événements dans Postgres, ce genre de choses. Le modèle manager est un client de la session de POM. Vous pouvez facilement coder le vôtre. Donc c'est ce qui s'est passé, notamment sur un projet de statistique dans l'aviation civile, où on avait vraiment des grosses requêtes à faire avec beaucoup de données à sortir. On a créé un tout petit modèle manager qui permettait de ranger les requêtes correctement, d'appeler ça dans des classes et de pouvoir sortir des données. C'était chouette de pouvoir sortir des cartes avec 70 000 points à partir de bases de données qui ont plusieurs dizaines de millions d'enregistrements en base, en croisant les tables. Voilà, ça fonctionnait. L'autre partie du truc, c'est tout ce qui est transactionnel, où là, on va avoir besoin d'un gestionnaire de modèle orienté objet, parce que là, ça nous intéresse dans le transactionnel. POM est foutu de la façon suivante.
On n'a pas de, comment dire, il n'y a pas vraiment de classe de repository ou je ne sais plus comment s'appellent les classes dans Propel, c'est vieux maintenant, qui possédaient les requêtes. On a ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est une classe qui est liée globalement à une table, mais vous pouvez le lier à autre chose. Vous pouvez même le lier à du SQL pur, un set de values, par exemple, si jamais ça vous intéresse. Donc, il y a une génération d'une classe de structure qui dépend de la table ici. Et quand vous faites des requêtes, donc vous pouvez, en plus il y a des traits qui importent les requêtes basiques, genre select where, bah ça on va quand même pas se le refaire à chaque fois, delete where, on va pas le refaire à chaque fois. Donc c'est des traits, vous pouvez les importer, donc il y a un trait pour les requêtes de lecture, un trait pour les requêtes d'écriture, si jamais derrière votre structure c'est une vue ou un autre truc dans lequel vous pouvez pas écrire, vous n'avez pas besoin de requêtes. Et vous pouvez en plus avoir vos propres bibliothèques de requêtes partagées. Et à l'intérieur de ce truc-là, vous avez les requêtes qui sont dédiées spécifiquement à cette table-là, avec des jointures, ce genre de choses. Et en fait, le modèle définit une projection. Alors projection, c'est le mot mathématique de l'algèbre des ensembles qui dit que c'est l'ensemble des champs que vous mettez dans votre select. Une projection, c'est ça. Contrairement aux ORM, où quand vous définissez une classe PHP, vous fixez la projection aux entités que vous avez déclarées dans votre classe PHP. Donc du coup, vous n'avez plus le choix sur les selects que vous mettez derrière votre select. Ici, la projection, elle est complètement souple parce que c'est une méthode de la classe de modèle qui définit les champs que vous allez sortir. Ceux que vous enlevez de la projection par défaut qui est définie depuis la structure ici. Ceux que vous rajoutez, ça peut être des computations en utilisant toutes les fonctions Postgres que vous voulez dans ce truc-là. Ça veut dire que ici, vous avez un jeu de données, ça va le sortir et par le biais de la projection, ça va l'envoyer au converteur qui va vous sortir des entités. Donc les classes de modèles sont vraiment des vues, c'est-à-dire la façon pour vous, programmeurs PHP, de sortir des entités qui correspondent à derrière une représentation de la base de données. Pas forcément la même. Des fois, vous avez des données techniques qui sont condamnées à rester en base. Des mots de passe chiffrés, par exemple, ce genre de choses. Alors, en général, les gens arrivent jusqu'ici et sont hyper contents et rencontrent les problèmes. Invariablement, les problèmes, c'est l'intégration à Symfony. Alors c'est celui qui me revient le plus. J'ai pas eu forcément de problème d'intégration en d'autres frameworks, je connais moins bien Zend. Le premier, c'est comment on intègre ça avec les formulaires. L'intégration avec Doctrine, elle est native, il n'y a rien à faire, il suffit de suivre le tuto, ça marche. L'intégration avec POM, c'est pas pareil. Comme le framework est à peu près bien découplé, alors j'ai vu que ça avait changé, les entités avaient changé, maintenant ils utilisent les entités Doctrine directement pour les formulaires. Donc il faut feinter pour faire les requêtes à l'extérieur. Mais globalement, on s'en sort. Il y a d'autres soucis, mais on s'en sort. L'autre problème, c'est l'intégration avec le framework de sécurité de Symfony. À la sortie de Doctrine, il n'y a pas de salut, quoi. Et le troisième, c'est l'intégration avec les bundles. Parce que l'abstraction à la base de données, c'est bien, mais du coup, on est devenu captif de l'ORM. Si on n'utilise pas l'ORM, ben, les bundles, c'est foutu, quoi. C'est plus une question de savoir, si tu utilises telle base de données, tu peux plus utiliser tel bundle. Maintenant, c'est l'ORM qui fait ça. Donc les formulaires, les problèmes principaux, c'est les choses, comment dire, savoir si mon article ID il existe en base. Pour que mon formulaire soit valide, il faut que le gars qui a sélectionné là il soit valide, donc il faut que je fasse une requête pour faire ça. Donc il faut que j'ai un validateur qui puisse émettre un truc comme ça, une requête pour vérifier ce genre de choses. Il y a une requête SQL qui utilise le exist pour pas parcourir toute la table et s'arrêter dès qu'il en trouve un. Mais bon, ça veut dire qu'il faut un peu le faire soi-même. Interagir après la validation, je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ça doit être hyper important. Charger les données en amont, par exemple quand vous voulez précharger des select box ou ce genre de choses, ben là encore il n'y a pas de widget qui vous fait ça, vous vous retrouvez un petit peu à devoir descendre dans les méandres du framework de formulaire pour aller coder un truc qui fait cette requête pour vous en arrière-plan, pouvoir lui injecter la session de POM pour pouvoir faire des requêtes, ce genre de choses. Donc passer ça, on arrive à utiliser les formulaires, genre ouh. Et là, après, on essaie d'authentifier des utilisateurs. Et bon, j'espère qu'il fait meilleur que ça le jour où ça vous arrive. En fait, l'idée de l'authentification ici, c'est de dire qu'on va laisser Postgres gérer l'authentification. Donc on a un bête authenticator qui fait une requête à savoir est-ce que le truc existe. Il y a même une façon de faire de façon par exemple entre le BO et le FO, que le FO puisse jamais avoir accès à la table compte parce qu'il n'a pas les droits dessus, alors que c'est l'utilisateur de base de données du BO qui sait le lire par une fonction. On a créé une espèce de ETC shadow dans Postgres en utilisant ça. Même si quelqu'un arrive sur le front et vole le mot de passe de base de données, il n'a pas accès au compte en fait.
Donc ça nous a demandé de coder un authenticator en Symfony pour pouvoir le faire. Les bundles, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui dépendent de Doctrine. Alors la cohabitation n'est pas forcément impossible. À partir du moment où le bundle vient avec ses propres tables et qui fait son truc à lui dans son coin, dans ce cas-là, vous pouvez lui dire, bon, bah, écoute, t'es autonome, tu gères, ok, tu utilises Doctrine, mais moi, ça m'impacte pas. Si vous devez partager du métier entre Doctrine et vos entités modèles, là, vous êtes presque à coup sûr foutu parce que vous utilisez des types que Doctrine ne supporte pas. Et là, c'est foutu. Après, bon, il y a d'autres moyens de ruser, mais c'est quand même con de devoir travailler à éviter les problèmes qui sont apportés par les fonctionnalités d'un truc. Par contre, le truc qui est bien, je vais remercier d'ailleurs Nicolas Joseph et Michael Paris qui ont travaillé sur la Web Debug Toolbar de POM qui est super. Et sans ça, on ne travaillerait pas sur Symfony avec POM, c'est sûr que non. Et d'autre part, comme la maîtrise, c'est-à-dire le logiciel qui a autorité sur la structure et la base de données, c'est un des partis pris, on n'a pas connaissance du modèle métier directement en PHP. Contrairement aux ORM, où là, quand on définit les entités, on définit les interactions entre elles. Donc du coup, on a une espèce de plan métier en PHP dans lequel on a cette connaissance métier. C'est un peu embêtant si on veut faire des API qui, par exemple, qui s'auto-découvrent et qui permettent de trouver les objets qui sont relatifs à moi, ce genre de choses. C'est pas facile à trouver dans ce cadre-là. Pas de connaissance relationnelle en PHP, c'est ça, c'est ce problème-là. La grosse découverte des projets, des équipes que j'ai croisées, c'est le SQL. Très souvent, les gens dans lesquels j'arrive sur les projets ne connaissent pas SQL. Qu'est-ce qui a marché pour nous, les projets en SQL? Qu'est-ce que les gens ont gardé de ces voyages-là? Le SQL, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire en PHP. C'est pour ça que c'est bien, parce que pour le traitement des données, c'est très adapté. C'est un langage déclaratif. Ça veut dire que c'est pas vous qui dites à l'ordinateur ce qu'il faut qu'il fasse, vous lui dites ce que vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin de gérer des exceptions, vous n'avez pas besoin de gérer peu d'effets de bord, et en plus c'est atomique. Donc c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire en PHP. Qu'est-ce qui nous a le plus servi? Donc il y a évidemment tous les tests d'inventaire des fonctions et des opérateurs qui sont filés avec tous les types. Les tris. Les tris, c'est vraiment très bien. Les agrégats, c'est fantastique. Les fonctions de fenêtrage de données, c'est extraordinaire. Et après, il y a les compositions de requêtes. Ça veut dire, moi j'ai besoin de faire une requête qui prend ça. Et depuis cette première requête, hop, je vais utiliser un sous-donné, je le croise avec tel autre. Et depuis cette deuxième requête, je prends la sous-donnée, je l'intègre avec tel autre truc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut écrire. Et en plus, on peut réécrire des requêtes qui se rappellent elles-mêmes pour descendre des arbres ou traverser des ensembles de données. C'est hyper pratique. Derrière, pour la lecture, très souvent, on a besoin de dénormaliser les données pour avoir des perfs. Donc là-dessus, on a JSON, mais on a aussi un truc qui est vraiment bien, qui sont les vues matérialisées. C'est-à-dire, c'est une vue, on définit une requête, ça crée une espèce de fausse table qu'on peut rafraîchir de temps en temps. Mais comme c'est une table, quand même, on peut mettre des index dessus, on peut faire tout un tas de choses, c'est extrêmement pratique. Les nested entities qui sont une forme de dénormalisation. Derrière, pour les performances, il y a toute une famille d'index différents. Il y a les index avec égal, plus, inférieur, comme les index normaux, mais il y a aussi des index qui peuvent gérer l'overlapping, les genres de choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement pratique pour tout ce qui est recherche texte. Par exemple, vous avez les trigrammes qui permettent très très facilement de parcourir des millions d'enregistrements pour pouvoir sortir de l'autocomplete et ce genre de choses. Donc ça, on s'en sert sur l'autocomplete qui est dans la home des sites, ce genre de choses, pour pouvoir faire en sorte que le truc soit vraiment réactif. Aujourd'hui, on arrive à avoir des temps de réponse qui sont plus courts que le JSON, que le JavaScript met à afficher la pop-up pour afficher les résultats en fait. Et pour finir, je vais un peu vite parce que j'ai été long au début, et pour finir, dans le SQL, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un gestionnaire d'événements dans Postgres, on peut émettre des événements, et derrière, il peut y avoir des process qui écoutent ces événements pour déclencher des choses. On s'en sert notamment sur le moteur de recherche pour loguer les recherches qui sont faites, ce qui permet à la recherche de se faire, elle met quand même pas mal de temps, et elle émet un événement, et derrière, il y a quelque chose qui écoute, et puis qui logue la recherche qui a été faite. Comme ça, l'écriture est complètement dissociée de la lecture, et ça ne perturbe pas le temps de recherche. Finalement, j'allais dire à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une application qui est rapide, parce que comme la structure de départ est bien faite, les traitements reposent sur les index, c'est comme les mécanismes que vous voyez qui reposent sur des pointes, On a des features qui sont complexes, parce que c'est vrai qu'au début, si vous avez un truc qui met des cartes avec des points sur la carte, ben là on s'aperçoit vite qu'on peut ramener bien plus de données en croisant des données, donc on peut mettre des couleurs, on peut faire en sorte que ça coûte pas tellement plus cher de ramener ces données-là en fait. Donc ça vous permet de proposer des features qui sont des détails qui sont extrêmement importants, surtout au niveau des interfaces, où là vous dites, ben là quand je mets la souris par-dessus, ça m'affiche automatiquement un petit graphe avec la variation, ce qui s'est passé, ce genre de choses.
Les traitements sont faits en SQL et les flux en PHP et ou JS. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de microservices, on a beaucoup ce genre de choses, on parle beaucoup d'Event Store. Ça fait partie, c'est bien. Il reste encore beaucoup de trucs à faire. L'intégration avec Symfony. Alors Symfony 4 prend le bon chemin en décomposant les choses, en décomposant les composants. Ce qui serait bien également, ça viendra probablement avec les prochaines versions de POM, c'est d'avoir plus de modèle manager que juste celui de gestion des entités qu'on a l'habitude d'utiliser avec les ORM, mais d'avoir quelque chose qui est bon pour les stats, d'avoir d'autres modèles managers qui sont dédiés au métier des gens, et plus de tutos. Je m'auto-troll. En fait, 2 ans de POM, non, ça fait plus longtemps que ça. POM, c'est un projet qui est né il y a très longtemps, longtemps maintenant, et qui a évolué au fur et à mesure de plusieurs réécritures. POM 1 était vraiment le départ du concept. On a commencé à faire des petits sites avec, et le POM 2 où je fais des gros sites avec, ça fonctionne. Je voulais vous proposer un petit puzzle SQL avec ça. En fait, le résultat de ce truc-là, ça fait ça. Alors, je vais pas avoir le temps pour des questions, je suis désolé. Peut-être que si j'ai le temps, je sais pas. Ah, j'ai le temps pour 2 questions. Bonjour. Bonjour. On a une équipe qui a mis en place sur une API PostgREST. Je sais pas si C'est le truc qui fait des appels directement et qui ressort du JSON. voilà, c'est ça. Et juste voilà, si t'avais un retour sur ça, parce que ça a permis de se concentrer sur la donnée et du coup de gérer toutes ces contraintes là dans la base. Après tout ce qui est workflow du coup sur ce que tu as pu dire au début et géré du coup par des procédures. Ouais. Et voilà, on n'a pas encore, on vient juste de le mettre en place. D'accord. Et voilà, je sais pas si tu as pu l'utiliser. Alors PostgREST, moi je l'ai pas utilisé. J'avais regardé, effectivement, je m'étais dit que c'était bien pour des API de type CRUD. Tu vois, voilà, des fois tu as besoin de ramener des données qui sont un petit peu plus riches. Alors c'est cool parce qu'en SQL ça coûte pas cher de faire un join et d'aller chercher ci, ça. Si le truc il te le transfère en JSON, c'est chouette. Mais dans ce cas-là, t'as pas vraiment de workflow. Tu viens quelque part, tu as abstrait ton API en disant bah, derrière c'est une base de données, je peux la questionner en HTTP en appelant des petites procédures qui vont faire. Maintenant, dès que tu as du workflow, c'est-à-dire du traitement avec plusieurs choses à faire les unes à la suite des autres, là c'est plus compliqué en fait. Dès que tu commences à avoir du PL pour du métier, j'ai tendance à dire c'est galère à maintenir. Et après tu as les triggers métiers, non. Tu sais pas ce qui se passe, tu appuies sur un bouton, ta base elle explose. Ouais. Une dernière. C'est peut-être un peu la question qui a été évoquée au début, c'est pourquoi seulement Postgres. Enfin, moi, l'approche objet là, que j'ai entendue, elle me paraît complètement dingue. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai utilisé beaucoup Elasticsearch ces derniers temps et j'ai été confronté à plein de blocages justement à cause des problèmes d'ORM, ODM. Est-ce qu'il y aurait un avenir possible d'utiliser un peu l'approche globale sur d'autres types de bases qui ont aussi d'autres possibilités peut-être offertes que Postgres en fait? Alors, en fait, il y a une quick réponse, c'est non. Je peux expliquer pourquoi. Techniquement, c'est possible. J'ai jamais eu envie d'investir du temps dans le support de MySQL, notamment, c'est parce que les gens me posent la question. Parce que comment dire, il y a peu de types. Donc toute la partie conversion, en fait, elle tombe. Il n'y a pas de booléen, par exemple, alors que l'intérêt quand même des convertisseurs de POM, c'est de pouvoir sortir un vrai booléen PHP quand on a un booléen en base, ce genre de choses. Et en plus, comment dire, tous les jeux de requêtes qu'on a vus qui sont donnés en tant que traits, alors on pourrait choisir les traits MySQL par exemple, mais après même le code fonctionnerait pas pareil parce que par exemple quand on fait un delete avec Postgres, ce que fait la bibliothèque là, c'est qu'elle utilise returning pour réhydrater un objet derrière. Ce qui fait que quand tu fais delete where, eh ben, tu te retrouves avec un itérateur avec dedans les objets qui ont été deletés de la base, ils sont hydratés, et si jamais tu veux en faire autre chose, tu peux. Avec MySQL, c'est le genre de choses qui n'est pas possible, même si le langage SQL de MySQL s'enrichit, et maintenant il y a Wiz qui est hyper bien dès qu'on veut faire vraiment du SQL. J'ai pas eu envie d'investir du temps dedans, et puis ça me demanderait, je pense, beaucoup de travail. Merci beaucoup à tous.